Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire financier qui clôture notre cycle 2021. Et comme vous l'avez constaté, force à cause des problèmes sanitaires, nous avons dû revenir en mode webinaire. Nous verrons pour l'année prochaine ce qu'il en sera. On adaptera au mieux. Alors donc on clôture, l'année est déjà presque terminée, on clôture ce cycle de 2021 avec notre cher ami et responsable de notre gestion en conseil, Emmanuel Lefebvre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc moi, je m'appelle Marc Compère, je fais partie de l'équipe Private Banking Brabant Wallon et comme d'habitude, je servirai de modérateur et donc n'hésitez pas à poser vos questions à travers le Q&A du WebEx et je les relayerai à la fin de l'exposé à Emmanuel. Voilà, donc fin d'année, une année un petit peu chahutée ce dernier trimestre en tout cas, avec un retour de la volatilité, avec des éléments connus, annoncés, réannoncés. Et pourtant, on a quand même été relativement surpris, Emmanuel, cette semaine avec des causes qui n'ont pas causé les résultats attendus. Je veux parler bien évidemment des discussions des banques centrales et des décisions de diminuer, entre guillemets, le quantitative easing et d'annoncer des hausses de taux, ce que nous avons toujours appris comme étant lié à des turbulences sur les marchés. Et pourtant, les marchés ont l'air d'avoir accueilli ça au départ, en tout cas, relativement positivement. Donc, c'est intéressant que tu nous expliques en fait la réalité derrière ça. Et je pense que c'est le bon moment aussi pour se positionner sur comment nous allons, en tout cas chez Degroof Petercam, aborder l'année 2022, quel genre de discipline d'investissement nous allons avoir et quelles sont les classes d'actifs qui devront être, entre guillemets, regardées avec beaucoup d'attention. Je te passe la parole sans plus attendre. Merci Marc, j'essaierai effectivement de répondre à toutes ces questions et à tous ces sujets au cours de mon exposé. Donc, un simple regard rapide un petit peu sur l'évolution des marchés en 2021, où on peut décomposer l'année et vous avez sous l'écran l'indice mondial des actions. On peut décomposer donc en fait cette année 2021 en deux phases. 8 premiers mois qui ont été marqués quasiment par une hausse continue des marchés, suivie en fait d'une phase de stabilisation depuis le mois de septembre qui semble un tout petit peu se poursuivre et les mouvements de cette semaine confirment un tout petit peu cette phase en fait de recherche d'une certaine direction pour les marchés avec des flux de nouvelles relativement importants et parfois contradictoires. Donc, au niveau des marchés, c'est vrai que cette année-ci était assez particulièrement performante. Si maintenant on prend un regard un petit peu plus le moyen terme sur un horizon de 5 ans, eh bien, on constate effectivement que les progressions pour un certain nombre d'indices boursiers restent positives, peut-être un petit peu moins performantes que l'ensemble de l'année, hormis pour un marché qui continue à vraiment très largement surperformer les autres indices boursiers, c'est bien sûr les États-Unis qui sont largement en tête par rapport aux autres régions géographiques, que ce soit l'Europe, le Japon ou les pays émergents. Au niveau des marchés obligataires, cette année-ci était relativement calme. Vous avez à l'écran l'évolution des taux d'intérêt à 10 ans américains et allemands. Je dirais que pour l'instant, on continue une tendance de très très long terme que vous avez ici représentée sur quasiment une trentaine d'années. Eh bien, pour l'instant, on espère peut-être une stabilisation à des points très bas au niveau euh, des taux d'intérêt et on se pose toujours la même question de savoir quand est-ce que cette hausse du marché obligataire arrivera à son terme. Alors, 2021 est une année dont on a découvert effectivement beaucoup de choses, dont on a pu également observer un certain nombre de records dans toute une série de segments de marché. J'en ai sélectionné quelques-uns simplement pour vous montrer qu'effectivement, il y a eu énormément de variations sur cette année-ci. D'une part, je commencerai par les marchés financiers, les marchés boursiers. Vous avez d'une part les bourses américaines, que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq, qui ont encore atteint des nouveaux sommets. Donc, on a effectivement d'importantes progressions sur les marchés. De manière similaire, on a vu aussi une très forte émergence de ces crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, l'Ethereum, qui sont deux des plus grandes crypto-devises, qui ont connu aussi d'importantes variations, d'importantes progressions,
et donc qui ont fait souvent le devant de l'actualité et qui risquent encore dans les mois et les années à venir de rester un sujet présent pour les investisseurs. Euh, un autre élément de pic en tant que tel qui nous occupe peut-être pour ceux qui réfléchissent à se chauffer, c'est notamment les prix du gaz. Et ici, vous avez les contrats futurs à un mois qui ont atteint encore un sommet. Et donc, dans les prix des matières premières, les prix énergétiques, on a connu aussi des variations extrêmement importantes en 2021. Je terminerai aussi par un facteur un peu plus macroéconomique, qui est l'inflation. Nous y reviendrons un peu plus tard au niveau de l'inflation. Mais là, je vous montre effectivement le chiffre en fait du Consumer Price Index qui a atteint également un sommet qu'on n'avait plus atteint depuis les années 2008-2009, et quand même à un niveau très élevé. Donc on a effectivement une situation marquée par une très forte inflation à court terme. Alors, commençons un petit peu par l'aspect macroéconomique. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes déjà largement bien au courant que la croissance économique, elle est toujours au rendez-vous. Rien n'a changé à ce niveau-là. On est toujours dans une phase de reprise. On suit un tout petit peu, comme le montre le graphique de droite, un rythme de croissance à l'échelle mondiale. Il y a de temps en temps éventuellement certaines incertitudes, notamment sur le plan sanitaire, qui viennent un tout petit peu de peser sur ce rythme de croissance. Mais pour le moment, nous restons toujours dans un environnement baigné d'une belle croissance, même si celle-ci a eu tendance un tout petit peu à ralentir et nous emmène vers un chemin d'une forme de normalisation en fait de cette croissance économique. Et on constate que ce soit pour les régions, je dirais, marchés développés ou les marchés émergents, sur le plan industriel, sur le plan des services, eh bien, on constate globalement une stabilisation un tout petit peu de cette reprise économique qui a été un tout petit peu, je dirais, ralenti par différents éléments. Je vous ai déjà parlé un petit peu de l'aspect variant, donc l'aspect sanitaire, mais on a également tout l'aspect pénurie de matières premières, les coûts de l'énergie qui ont également freiné, et on peut aussi citer les éléments en provenance de la Chine, avec toute une série de mesures restrictives sur le plan du commerce. Néanmoins, après avoir eu en 2020 et 2021, tout au début de l'année, on a eu une énorme progression au niveau des chiffres économiques. Vous avez en fait sur le graphique de gauche à l'écran l'indicateur en fait des surprises économiques pour, on va dire, les zones développées. Ce même indicateur à droite pour les pays dits émergents. Et on constate en fait que depuis quelques semaines, les chiffres qui sont actuellement publiés ressortent légèrement au-delà du consensus. Et donc c'est une tendance qui est plutôt, je dirais, légèrement favorable, qui montre que le marché s'est réajusté par rapport, je dirais, à il y a quelques mois d'avoir, je dirais, un réajustement à la baisse. Et aujourd'hui, le marché cherche un tout petit peu à savoir quel sera le bon niveau de croissance. Donc on a les curseurs qui se réajustent. Mais cette tendance-là est plutôt, je dirais, favorable pour continuer à avoir de relativement bons chiffres économiques dans les trimestres ou les mois à venir. La situation n'est malheureusement pas similaire pour toutes les régions dans les pays émergents et en particulier pour l'Amérique latine qui est relativement dans une situation difficile. Dans un des éléments qui je dirais, qui crée un peu de stress pour les investisseurs et dont on en parle depuis de nombreux mois et vous avez déjà eu lors des précédentes présentations des déjeuners financiers, la Chine est un sujet dont on revient régulièrement parce que c'est un acteur bien sûr très important. Et donc tout le monde s'est focalisé notamment sur la Chine, notamment pour l'aspect du secteur immobilier. Vous avez au milieu de cet écran différents indicateurs sur la baisse en fait du secteur immobilier, que ce soit au niveau de la vente de nouveaux biens, du démarrage en fait de nouveaux projets, voire de la valeur éventuellement de l'immobilier, sachant que l'immobilier chinois représente un poids quasiment de 30% dans la croissance économique chinoise. C'est donc un poids lourd qui a une importance sur les perspectives de croissance de la Chine. Et on constate effectivement que depuis plusieurs mois, l'immobilier chinois reste encore en difficulté avec différentes sociétés qui sont toujours dans des situations financières précaires. La Chine a très récemment décidé justement de faire baisser un tout petit peu son taux de réserve obligatoire auprès du secteur bancaire pour essayer en fait d'inciter à réinvestir dans le secteur de l'immobilier. C'est un premier geste mais qui est malheureusement très largement insuffisant pour faire en sorte que la croissance chinoise reparte de l'avant.
Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des points d'interrogation qu'on aura notamment pour l'année 2022, de voir quelles seront les mesures que la Chine mettra en place pour venir essayer de, je dirais, contrecarrer cette baisse de croissance observée depuis de nombreux mois. Et donc c'est un premier pas, mais largement insuffisant. Alors, le thème de ces dernières semaines, c'est l'inflation. Vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous en avez complètement ras la casquette d'en entendre parler. Peut-être qu'il va falloir encore être un petit peu patient, mais on n'est pas loin d'un pic en termes de croissance ou de niveau de l'inflation. Et donc sur ce graphique, vous constatez effectivement que pour les différentes zones géographiques, que ce soit les États-Unis, l'Europe en bleu, voire pour un ensemble de pays en mauve, ou le Japon qui a moins cette problématique, eh bien que le pic de l'inflation devrait être atteint au niveau du premier trimestre 2022. Ça signifie qu'à court terme, on continuera à avoir encore certains chiffres qui vont se détériorer, mais on voit ça et là, l'une ou l'autre amélioration dans certains segments de marché qui laissent à penser que peut-être on n'est pas loin d'un point d'inversion. Alors, malheureusement, je dirais, la situation Covid est un élément qui parfois va entraîner toujours des difficultés dans la chaîne de production et la chaîne d'approvisionnement. On voit toujours, malgré tout, qu'il y a certaines difficultés à avoir un délai de livraison relativement raisonnable pour certains produits. On a sur le graphique de droite l'indicateur du Baltic Dry Index qui permet en fait de mesurer le prix pour le transport des matériaux secs. On a vu effectivement durant l'année 2021 une très forte augmentation des prix et ici un premier réajustement des prix qui s'opère. Ce n'est qu'un début. On peut espérer ou croiser les doigts pour que ces prix se normalisent dans les mois qui viennent. C'est un premier élément. On voit également que le délai pour l'obtention des semi-conducteurs a tendance également à se réduire. Ces différents éléments cumulés pourraient faire en sorte que le plus mauvais de l'inflation soit un petit peu derrière nous. Il y a néanmoins quand même un point sur lequel il faut rester attentif, c'est bien sûr sur le marché de l'emploi, le fait d'avoir une inflation qui percole sur les salaires, et c'est une situation qui est déjà bien présente sur le marché américain. Donc, le graphique de gauche vous montre effectivement qu'on a déjà un petit peu une évolution positive dans les salaires. Ça n'est certainement pas encore le cas dans la zone Europe. On n'a pas encore vraiment cette progression au niveau des salaires. Et cela touche en fait certaines catégories d'emplois. Ça ne touche pas en fait forcément tous les emplois. Ce que vous montre effectivement le graphique de droite, c'est l'évolution en fait en pourcentage de variation de salaire en fonction effectivement du type d'emploi. Et quand vous avez le lowest quartile, ben, c'est en fait on va dire les blue collars pardon en anglais, c'est donc les cols bleus, c'est-à-dire le marché du travail pour les métiers de base, eh bien, où il y a un peu de tension parce qu'il est relativement difficile de pouvoir trouver de la main-d'œuvre pour effectuer toute une série de jobs de base. Et donc, ça crée effectivement une inflation au niveau des salaires. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait rendre en fait l'inflation de manière beaucoup plus permanente que attendue. Cette inflation, il faut être conscient que c'est un peu, je dirais, un jeu que les banques centrales ont souhaité mettre en place en vue effectivement de rechercher un niveau d'inflation structurellement un peu plus élevé. Elles étaient demandeuses pour vraiment relancer l'économie. On pense en fait que le niveau d'inflation va encore persister et va rester à des niveaux structurellement plus élevés qu'avant la période du Covid, mais certainement pas à des niveaux comme nous le connaissons aujourd'hui, au-delà des 5-6%, mais revenir vers des niveaux plus proches des 3% au courant de l'année 2022. Mais il y a toute une série effectivement de mesures ou d'événements qui vont maintenir l'inflation donc à des niveaux au-delà des moyennes. Notamment du côté européen, on peut citer la transition énergétique. On va toujours avoir ça et là également des tensions dans le marché du travail. Je vous parlais de ça, mais il y a effectivement une question de pyramide des âges, un vieillissement de la population, une génération dorée aux États-Unis qui arrive à l'âge de la pension, et parfois effectivement des gens qui sont pas encore forcément à l'âge de la pension, mais qui ont en fait un effet richesse grâce à la belle prestation des marchés financiers, qui décident effectivement parfois de se retirer du marché du travail. Et donc cela créera toujours un petit peu de tension.
Enfin, un dernier élément que l'on peut citer, c'est une sorte de déglobalisation peut-être de l'économie, de cette fameux just-in-time, le tout hyper rapide, de par un petit peu les relations plus tendues entre la Chine et les États-Unis. Eh bien, cela crée éventuellement aussi structurellement un petit peu plus de tension sur les prix. Et donc à l'heure actuelle, le graphique que vous avez à l'écran vous montre l'inflation escomptée sur une longue période. Donc, nous avons déjà au niveau actuel une inflation aux États-Unis pour les 10 prochaines années. Bon, c'est une période quand même relativement longue, mais qui est déjà au-delà des 2,4%. Et du côté européen, on est vers 1,9%. Donc ce sont déjà des niveaux d'inflation à moyen long terme qui sont déjà bien élevés. Alors, un élément important, comme le disait Marc en introduction, c'est l'attitude des banques centrales. Ça faisait quelques semaines que le marché était un petit peu, je dirais, tendu, nerveux face au discours en fait des membres de la Fed, discours qui était relativement complaisant concernant l'évolution des taux d'intérêt. Alors l'écran que vous avez devant vous est assez compliqué. Juste entre guillemets, focalisez votre attention sur les courbes en vert et blanche qui sont sur l'écran. Et donc, c'est le même graphique, mais simplement à deux moments différents. Celui de gauche était avant la réunion de la Fed de cette semaine, celui de droite est le graphique après la réunion de la Fed cette semaine. Et donc, avant cette semaine, qu'est-ce que nous avions? Nous avions effectivement implicitement la Banque centrale américaine tablait sur un relèvement des taux d'intérêt en 2022 et trois relèvements des taux d'intérêt en 2023. Donc, c'est un peu cette courbe verte et ainsi de suite pour 2024. Le marché, lui, était déjà un pas plus loin. Et lui, il considérait qu'on devait avoir, en fonction d'un certain nombre d'éléments, et c'était traduit notamment pour les taux de la Fed sur le futur, eh bien, on était sur trois augmentations des taux d'intérêt en 2022 et trois augmentations des taux d'intérêt en 2023. Et là, ça crée en fait un phénomène de nervosité sur les marchés en disant, que la Fed était ce qu'on appelle behind the curve, en retard par rapport à la courbe des taux, et de se dire est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans la politique monétaire? Et c'est un petit peu cet élément-là que tout le monde était hyper attentif concernant le discours de M. Powell. Et il est arrivé avec un discours qu'on l'on peut juger même agressif, puisqu'ils ont annoncé, bien sûr, trois relèvements des taux d'intérêt en 2022. Donc cette courbe verte que vous avez sur la partie droite de l'écran se situe ici. Donc trois augmentations des taux en 2022, suivies de trois augmentations des taux en 2023 et encore deux augmentations en 2024. Et donc on a vraiment eu une sorte de forward guidance pour les 2-3 prochaines années qui en fait place aujourd'hui la position de la Banque centrale j'ai un peu au-dessus du consensus. Et donc, on a vraiment eu un renversement complet et globalement, une réaction des marchés qui est assez paradoxale, qui a été dans un premier temps un effet de soulagement en disant ouf, eh bien, la Fed a pris conscience qu'il y avait un décalage, elle répond, elle réagit adéquatement, et donc on a un effet de soulagement du marché, et puis par après, dans un second temps, on se dit, mais tiens, cette augmentation des taux d'intérêt, ces différentes augmentations, c'est peut-être pas forcément 100% positif pour certains types de valeurs, notamment les valeurs technologiques, les valeurs extrêmement leveragées, celles qui ne réalisent pas beaucoup de bénéfices ou pas du tout à l'heure actuelle. Et donc, le marché s'est mis par la suite à se dire, ah, attention, j'ai quand même à me mettre un petit peu en mode prudence. Et donc, bonne nouvelle, la Fed a réagi. Mais il n'y avait pas que la Fed cette semaine, il y avait une vingtaine de banques centrales qui intervenaient à l'heure actuelle. On a eu, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais la Banque centrale d'Angleterre, qui a été une des premières banques, je dirais, de pays développés à relever ses taux d'intérêt. C'est très minime, on est passé de 0,10 à 0,25. Mais on arrive effectivement un peu dans une forme aujourd'hui qu'il y a un découplage dans les politiques monétaires entre les banques centrales. Donc la Banque centrale d'Angleterre, premier mouvement sur les taux. La Banque américaine va également agir sur les taux et il y a une procédure de réduction en fait de la masse monétaire disponible, alors que du côté européen, Madame Lagarde a simplement fait un tour de passe-passe en réduisant et en supprimant effectivement ce fameux plan pour la pandémie, mais en le remplaçant à court terme par une augmentation du plan traditionnel de soutien. Donc d'un côté, on a l'un ou l'autre banquier qui vont commencer à rentrer dans un mode un peu plus de restriction monétaire, alors que du côté européen, eh bien, on a toujours une certaine complaisance. Combien de temps cela va durer? Difficile à dire, mais pour l'instant, effectivement, ce découplage dans les politiques monétaires pourrait avoir des répercussions, notamment sur le plan, je dirais, des devises et l'euro-dollar en particulier.
Allons dans les marchés. Je vous ai déjà très rapidement parlé un peu des marchés. Donc, globalement, ici simplement, vous avez les marchés développés sur la gauche, toujours la surperformance des marchés américains, alors que du côté des marchés émergents, en Asie en particulier, ben, c'est vrai que la Chine, qui monopolise un tout petit peu l'attention des investisseurs, elle boit complètement la tasse. On perd 15% sur l'indice MSCI China. Mais d'autres pays en Asie, que ça soit effectivement l'Inde ou Taïwan, sont des pays qui ont réussi à très bien performer cette année-ci, alors que malheureusement la Chine ou la Corée sont des pays qui ont sous-performé. Notez les différences notoires où d'un côté aux États-Unis on peut faire plus 30%, alors qu'en Chine on peut faire moins 15%. Donc c'est un écart qui est extrêmement significatif. Au niveau sectoriel, l'année est un peu différente de celle de 2020. On a une forme de rotation sectorielle et sur l'ensemble de l'année, il y a un secteur qui a réussi à tirer son épingle du jeu plus que les autres, un peu plus que les autres, même s'il a rendu une partie de sa surperformance ces 2 derniers mois. C'est le secteur de l'énergie qui affiche la meilleure performance devant le secteur des technologies et suit en troisième position le secteur financier. Et donc on a, ça va dire sur le top 3, 2 secteurs qui sont plus en fait des values par rapport à l'IT qui est plus un secteur de croissance. Et donc c'est vrai que c'est toujours une thématique en se disant, tiens, est-ce qu'il faut être plus value ou plus croissance? Je vais vous dire que chez nous, on n'est ni l'un ni l'autre, on prend les deux et on se dit ce qui nous importe, c'est plus la qualité des entreprises qu'un style ou l'autre. On veut bien être investi dans les deux. Et ce qui est important, effectivement, c'est de choisir des sociétés de qualité. Et sur 2021, globalement, value ou croissance, comme vous l'avez à l'écran, ben, il y a relativement peu de surperformance ou de sous-performance d'un style par rapport à l'autre, alors que les 3 dernières années, quasiment même les 5 dernières années, le style croissance avait très largement surperformé. Donc, la qualité sera d'autant plus primordiale quand on va rentrer dans un environnement, je dirais, de resserrement monétaire. Et pour vous donner un exemple, c'est attention à certains excès notamment de liquidité, de confiance que l'on peut avoir. Et donc, quand on veut investir dans les secteurs technologiques, soit on investit dans des sociétés de qualité, les Microsoft, les Apple, les alphabets de ce monde. Et donc vous investissez potentiellement via un tracker, un instrument sur le Nasdaq qui a délivré une très belle performance. Soit vous dites je veux investir dans ces actions qui sont un peu plus à la mode, c'est ce qu'on appelle les meme stocks qui ont été vraiment mis sur un piédestal par les plateformes comme Reddit et qui sont vraiment très fortement discutées sur les réseaux sociaux. Et toutes ces valeurs-là sont regroupées dans un tracker qui s'appelle le Arc Innovation, qui est géré par une gestionnaire, Cathy Wood, qui a souvent, je dirais, voix au chapitre dans les médias américains. Eh bien, malheureusement, cet instrument fait une performance de moins 25 depuis le début de l'année. Et donc, pourquoi? Et en fait, vous avez tout à droite une série de composants de ce tracker. Vous voyez en fait que depuis le point le plus haut, un certain nombre de ces sociétés qui font partie de cet instrument ont parfois connu de sensibles corrections. On va jusqu'à moins 80%. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, dans l'environnement que nous prenons et le virage en termes de politique monétaire que nous connaissons, la qualité sera primordiale et ce sera beaucoup plus difficile effectivement pour certaines sociétés de faire appel à des financements pour assurer leur croissance. Parlons un petit peu aussi des marchés obligataires. On est effectivement dans une phase de légère hausse des taux. Vous avez les taux à 10 ans sur une période un peu plus courte, mais ça reste extrêmement modéré. Au niveau des obligations et des différents marchés obligataires sur différentes durations, eh bien, on voit effectivement que aux États-Unis, les marchés à court terme, le 2 ans, les 5 ans ont tendance à monter, alors que du côté européen, ça reste vraiment le calme plat. Important quand même de parler très brièvement sur le segment des high yield, pas pour le côté européen ou américain, c'est vraiment, je dirais, le calme plat. Il n'y a pas vraiment de stress sur les indices obligataires high yield. Par contre, vous avez sur ce graphique la courbe en rouge, qui est le high yield chinois, qui lui offre aujourd'hui des rendements largement au-delà des 25%, à cause notamment de tout le stress qui est initié par le secteur immobilier chinois. Alors, question que vous allez certainement avoir posée, est-ce qu'aujourd'hui il est intéressant d'investir dans les obligations liées à l'inflation? Nous en avons dans nos portefeuilles, on a plutôt un petit peu réduit l'exposition dernièrement.
Pourquoi? Bah, parce que le niveau aujourd'hui d'inflation, et ce que vous avez à l'écran, c'est le niveau break-even d'inflation à 5 ans pour l'Allemagne et pour les États-Unis. Et on constate, par exemple, pour les États-Unis, qu'on a un niveau break-even d'inflation pratiquement de 2,70. Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous investissez dans une obligation liée à l'inflation sur une durée de 5 ans, vous estimez que l'inflation actuellement, je dirais, intégrée dans le prix de l'obligation de 2,70 est insuffisant et que dans les 5 prochaines années, le niveau moyen d'inflation sera supérieur à ce niveau-là. Idem du côté européen, il faudrait qu'on ait donc un niveau d'inflation moyen sur les 5 prochaines années de plus de 1,65. J'ai un peu mes doutes quand on voit les discours des différentes banques centrales qui prônent, entre guillemets, une sorte de diminution progressive de l'inflation. Donc, je ne sais pas si sur les 5 prochaines années, ce niveau moyen sera dépassé ou pas. Donc, je pense que ça me paraît un petit peu tardif pour venir se positionner sur ce type d'instrument. Enfin, terminons un petit peu aussi par les devises et l'euro qui a quand même rendu par rapport au dollar pratiquement plus de 8%. Mais l'euro était effectivement relativement faible, non pas uniquement par rapport au dollar, mais par rapport à toute une série de grandes devises internationales. Et là, le découplage des politiques monétaires risque de faire perdurer, entre guillemets, cette faiblesse relative de l'euro. Poursuivons un petit peu par, je dirais un peu plus de détails sur le positionnement stratégique et un petit peu d'analyse spécifique sur les marchés et notamment au niveau des marchés actions. Les marchés sont chers, immanquablement. Quand on regarde les rapports cours-bénéfices, vous les avez sous les yeux. Aux États-Unis, on est au-delà des 22. Côté européen, on est au-delà des 15. Et les marchés émergents, 13 fois les bénéfices. On est pratiquement, je dirais, dans la partie haute, de la moyenne haute, au cours des 5 à 10 dernières années. Donc, c'est relativement cher, effectivement, en absolu. Par contre, on regarde toujours par rapport aux autres classes d'actifs. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que les taux d'intérêt sont au plancher, voire négatifs côté européen, et que la situation ne va pas changer à court terme. Et donc, par défaut, je dirais, se crée automatiquement un phénomène que vous connaissez très bien, c'est le TINA. Donc, il n'y a pas d'alternative. Et donc, quand vous faites le rapport, entre guillemets, de la prime de risque, donc la rémunération que vous pouvez aujourd'hui obtenir sur les actions par rapport aux obligations, eh bien, très clairement, ces primes de risque restent extrêmement raisonnables pour justifier des investissements en actions. Et donc, en tant qu'investisseur, on est toujours un petit peu en train de se dire c'est action ou rien, mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est toujours la même, et donc les actions restent intéressantes. Alors 2022 sera effectivement sur un rythme beaucoup plus modéré que 2021. Donc après une très forte remontée des résultats en cette année-ci, on devrait connaître une croissance beaucoup plus modérée en 2022. Vous l'avez en fait sur les écrans pour les différents indices géographiques. Les croissances bénéficiaires pour les indices en 2022 sont de l'ordre de 8%. Et donc, c'est des croissances qui sont beaucoup moins élevées que 2021, mais 2021 est une année exceptionnelle. Ces croissances sont pas forcément excessives. On aurait eu des croissances encore de 15 à 20% après une année 2021 exceptionnelle. On aurait peut-être pu juger qu'il y avait un trop d'optimisme. C'est raisonnable, mais personne ne peut dire si ces chiffres à 8% sont des chiffres réalistes, raisonnables ou excessifs. On le verra dans les prochains mois. Mais ici, on démarre 2022 sur des croissances bénéficiaires qui sont tout à fait raisonnables par rapport à ce que nous connaissons. Alors, au niveau des marchés, il faut se rendre compte qu'il y a énormément de liquidités. Vous l'avez vu, les banques centrales ont été très très actives. Je vous montre à l'écran deux graphiques. D'une part, le graphique de gauche qui permet de comparer la capitalisation boursière du S&P 500 divisé par la M2, qui est la masse monétaire aux États-Unis. Certains disent qu'on est dans une situation équivalente à 2000, on a commis des excès. Bah, par rapport à l'argent qui a été mis sur la table, eh bien, aujourd'hui, la progression des marchés par rapport à la somme des liquidités disponibles sur le marché n'est pas excessive. Donc, d'une certaine façon, c'est raisonnable. Le graphique de droite vous montre l'ensemble des dépôts qui sont actuellement disponibles auprès des ménages américains. On parle de 4,5 trilliards de dollars. C'est quand même une masse conséquente et une partie de cet argent peut continuer à dormir. Il y a une partie qui va revenir dans l'économie de quelque façon. Est-ce que ça sera dans l'économie réelle? Est-ce que ça sera dans les marchés financiers? Nous le verrons, mais aujourd'hui, il y a encore énormément de liquidités disponibles dans les marchés.
Aussi intéressant de voir ou de faire un petit focus sur quel secteur choisir, quel positionnement. On a beaucoup ces questions qui viennent de nos clients en se disant mais quel est le choix que je dois faire? Alors c'est très difficile parfois de choisir vraiment spécifiquement un secteur en tant que tel. Juste vous montrer par le graphique de gauche quelle est en fait normalement la performance relative d'un secteur par rapport à un environnement de remontée des taux d'intérêt. Et donc dans cet environnement de remontée des taux d'intérêt, on a certains secteurs value qui ont tendance à surperformer. Les financières, les industriels, l'énergie, les matériaux. A contrario, ceux qui souffrent, c'est des secteurs plus défensifs, consumer staple, la consommation, les utilities, services aux collectivités, la communication et d'autres secteurs comme le healthcare défensif. Donc ça, ce serait entre guillemets, si aujourd'hui on se dit, ben voilà, je dois adapter ma répartition sectorielle, je devrais tenir compte de cet élément-là. Maintenant, si je prends un petit peu la photographie qui a été faite dans la dernière étude de Bank of America auprès des investisseurs pour voir quelles étaient aujourd'hui leurs préférences en termes d'investissement, ben on constate que ce qui a été acheté récemment, c'est tout ce qui est healthcare, du cash, des obligations, des utilities, et donc c'est un positionnement extrêmement défensif. Donc, autant vous dire qu'il est relativement difficile de faire des paris sectoriels aujourd'hui, parce qu'on peut voir qu'entre la théorie à gauche et la réalité à droite, ben, il y a des décalages. Donc, je pense qu'une certaine diversification sectorielle s'impose. Alors, en parlant un petit peu des sentiments, puisque cette semaine-ci, ça va un peu dans tous les sens. Un jour c'est oui, le lendemain c'est non, ça monte, ça baisse. Ok, il faut savoir en prendre un peu de recul, se montrer vraiment, se dire, je reste sur mes fondamentaux sur une vision moyen long terme. Maintenant, à très court terme, qu'est-ce qui se passe? Vous avez sur le graphique de gauche je dirais un indicateur de peur ou d'optimisme qui est en fait un indicateur synthétique de plusieurs données qui montre effectivement que le marché était rentré plutôt dans une forme, je ne vais pas dire de peur, mais de prudence. Donc, on était avec un indicateur relativement bas. Simultanément, on constate effectivement que les gérants, ici sur les gérants américains, ont augmenté leur niveau de liquidité. Donc, on peut éventuellement utiliser ces éléments soit comme des indicateurs en disant il faut que je fasse la même chose, c'est réduire, ou soit comme un contre-indicateur en disant il y a déjà du pessimisme dans le marché, il y a déjà des gens qui ont des liquidités, ces liquidités ne vont pas rester indéfiniment en cash, elles vont à un moment donné revenir dans les marchés, certainement pour tout ce qui est auprès des gérants. Donc, parfois, ça peut être un bon contre-indicateur pour se dire, si jamais il y a un peu de nervosité et de volatilité sur les marchés, essayons de le mettre à profit pour investir. Alors, je voulais un petit peu faire un petit clin d'œil, ayant une longue expérience dans les marchés, ayant vécu les différentes crises des marchés financiers. Et en voyant que cette semaine, le Times avait désigné comme Person of the Year Monsieur Elon Musk, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce qui s'est passé lorsque Monsieur Bezos et Monsieur Zuckerberg ont aussi été désignés Person of the Year. Ça n'a pas forcément été l'année d'après un bon signal pour les marchés. Pour l'indice Nasdaq. J'espère que ce sera jamais 203. Je préfère que cet adage ne se réalise pas cette année-ci. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil pour vous dire que dans les marchés, parfois, on regarde des sentiments assez particuliers. De manière un peu plus sérieuse, pour conclure, quelles sont un peu nos convictions pour l'année 2022? Ben, ce démarrage de l'année 2022, on l'entrevoit de manière relativement raisonnable. Croissance des résultats, je vous l'ai montré, au rendez-vous. Hausse des taux, oui, prévue premier semestre, mai, juin, nous verrons, de la part de la Fed, mais on a encore un peu de temps, ça va rester progressif. Statu quo du côté de la Banque centrale, très bien. Du côté d'autres banques, des petits ajustements, probablement une réaction peut-être de la Banque centrale de Chine dans le courant de l'année 2022 pour relancer la croissance. Donc on va rester globalement avec des conditions financières assez accommodantes. Je vous l'ai parlé déjà tout à l'heure, on focalise effectivement sur les sociétés de qualité. Si en plus celles-ci sont sensibles à un certain nombre de critères environnementaux, sociétals ou gouvernance, ben on aime bien. C'est des sociétés qui, en théorie, ont un meilleur niveau de rentabilité, de meilleurs bilans, une moindre volatilité. Et donc on se dit que dans ce contexte-ci, c'est peut-être le genre de choses qu'il vaut mieux avoir en portefeuille. Value, growth, cyclique, je pense qu'il faut être présent sur tout. Les valeurs de croissance, les valeurs cycliques continueront, je pense, à performer dans le cycle actuel de remontée des taux. Les small caps, à l'heure actuelle, offrent un très bon mix. Quand on regarde par exemple sur le marché américain,
On a aujourd'hui une valorisation des small caps américaines à 15 fois les bénéfices, 22-23 fois pour le S&P 500. Perspective de croissance bénéficiaire, on est à 8-9 fois, enfin 8-9% de croissance pour le S&P 500. On avoisine quasiment les 20% pour les small caps. Donc, c'est quelque chose que nous avons dans nos portefeuilles, sur lequel on est déjà positionné. Je pense que c'est quelque chose qui reste et un segment de marché qu'il faut aussi avoir en portefeuille. Et nous pensons que dans les premiers mois de l'année, le dollar devrait rester soutenu de par ce découplage des politiques monétaires. Et donc, les convictions sont qu'effectivement, c'est bien d'avoir des convictions, mais il faut quand même rester attentif au niveau des risques. Et au niveau des risques, vous avez les deux graphiques de droite qui vous montraient un petit peu, selon une enquête compilée par Bloomberg, quels étaient les principaux soit facteurs à la hausse, soit les facteurs de baisse identifiés. Le principal facteur de baisse était effectivement une erreur de politique monétaire. C'est un petit peu le risque que j'avais identifié. J'en ai cité 4 qui sont effectivement d'une part cette erreur de politique monétaire. Le premier risque, c'est effectivement aussi un problème au niveau de la croissance chinoise, avec une absence effectivement de mesures en vue de relancer la croissance. On fait toujours une distinction entre les actions domestiques et les actions internationales. On pense que les actions domestiques restent une conviction intéressante à jouer à long terme. Le deuxième risque, mais on en a déjà tellement parlé, je ne vais pas en rajouter, mais c'est vrai que qu'on ait une persistance de l'inflation avec toujours une présence de goulot d'étranglement. Le quatrième risque, c'est de peut-être, alors c'est quelque chose qui est peut-être un peu sous-estimé potentiellement. Alors au niveau des résultats des entreprises, j'ai pas trop d'inquiétude concernant l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises. La demande est toujours bien présente. Les sociétés n'ont pas encore réussi à restocker ces derniers mois, donc on est en flux tendu. Donc on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. C'est plutôt au milieu du bilan que le problème va se faire, c'est au niveau des marges bénéficiaires, avec l'augmentation des coûts niveau des matières premières, niveau des coûts d'énergie et potentiellement les coûts des salaires. Et donc là, il va falloir être très attentif début 2022 pour voir quelles seront effectivement l'évolution des marges bénéficiaires. Enfin, je voulais terminer quand même pour donner euh, une réflexion sur le futur. Deux thèmes que je trouve intéressants. Je dirais en tant que responsable de la gestion conseil, on aime bien parfois un peu à savoir s'il y a des thèmes. Ce sont des thèmes qui sont présents dans nos solutions diversifiées, dans nos fonds multithématiques, comme le New James que vous connaissez peut-être. Eh bien, c'est effectivement le type de thématiques qui pour moi seront vraiment des thématiques gagnantes à long terme. Tout ce qui touche de près ou de loin à ce qu'on appelle à la génération Z, qui est une génération qui a un énorme pouvoir d'achat, qui est vraiment avec une approche tout à fait différente et donc qui ont des intérêts dans toute une série de secteurs, que ce soit la tech, la fintech, les cryptos, le gaming, les véhicules électriques ou même le metaverse. Ben, il faut être effectivement présent dans ce genre de segment de marché dans un positionnement moyen-long terme. Deuxième segment qui semble effectivement attirer, c'est l'industrie automobile ou les véhicules électriques, mais c'est un petit peu, je dirais, la face visible d'un iceberg, mais qui est effectivement plus large que cela, d'avoir vraiment toute la chaîne complète, l'écosystème complet des véhicules électriques, que ce soit les concepteurs de batteries jusqu'aux semi-conducteurs, voire de la conduite autonome. Et donc ce sont des segments de marché qui, je pense, seront porteurs à moyen long terme. Voilà, il me reste à vous souhaiter d'excellentes fin d'année. Je m'excuse auprès de Marc d'avoir pris beaucoup trop de temps, mais je trouvais intéressant de pouvoir vous exposer tout cela. Et déjà à présent, passez d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et rendez-vous à l'année prochaine. Merci Emmanuel et ne t'excuse pas, y a pas de mal, c'était justifié et nécessaire de prendre le temps de remettre en perspective les éléments structurels face justement à cette volatilité très très court-termiste. Euh, j'ai assez peu de questions en fait, j'en ai une que je vais synthétiser comme ça. Mais tu en as un petit peu parlé à la fin, elle concerne un petit peu la position sur les émergents. Alors, il est clair que quand on regarde un petit peu même nos solutions packagées sur les émergents, il faut constater que la régulation chinoise d'un côté, le prix de l'énergie, etc., ont pesé assez fort sur des résultats d'entreprises pourtant qualitatives et qui ont fait leurs preuves dans d'autres secteurs géographiques. Et donc, la question est, à partir de quel moment, entre guillemets, on peut s'estimer être reprendre des positions sur les émergents? Est-ce que c'est trop tôt aujourd'hui ou est-ce que 2022 va faire repartir un petit peu cette région du monde ou bien on en a pour 2-3 ans
de calme plat. Alors, quand on parle des émergents, on parle surtout de la Chine. Je pense que Oui, et sa zone d'influence. C'est voilà, c'est la certain. Chine. Bon, il y a des différences très, très fortes entre l'Inde et comme je l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, c'est clair que la Chine doit prendre un certain nombre de mesures pour relancer la croissance économique. Et donc, il y a obligatoirement de la part des autorités monétaires et politiques, euh, il doit y avoir un cumul d'initiatives qui devront être lancées dans le courant de l'année prochaine. C'est effectivement tous les incentives pour relancer la croissance économique en termes de crédit, en termes de facilité. Bien sûr, il faut également avoir une solution des problèmes concernant le secteur immobilier, donc éventuellement intervenir et assainir le secteur potentiellement pour calmer un petit peu, je pense, les inquiétudes des investisseurs en tant que tels et surtout des ménages. D'autre part, il y a quand même aussi de la part de la Chine ces derniers temps un fort aspect régulatoire vis-à-vis de ces champions technologiques qui ont été très fortement matraqués, qui nous ont pas mal peut-être coûté aussi en relatif, mais qui, je pense qu'il faut effectivement que cet environnement régulatoire s'estompe. C'est vraiment la plus longue période aujourd'hui de restrictions menées par la Chine. Alors on a aussi une autre interrogation qui est le virage idéologique qui a été mené par la Chine avec cette un peu néo-communisme d'une certaine façon, je ne sais pas comment l'appeler à juste titre, mais tout cela effectivement plaide pour la patience. Donc je crois qu'il vaudra mieux attendre peut-être les premiers signes, ne pas sauter dès le premier mouvement, mais peut-être se dire, ben, je laisse passer peut-être la première hausse, mais d'être certain qu'on a un changement de paradigme qui, pour l'instant, malheureusement, il y a énormément de nuages au-dessus de la Chine à court terme. OK. Bien, moi, je n'ai pas d'autres questions, donc je propose de clôturer ici. Et donc, en fait, sur base de l'expérience 2021, je peux déjà vous rassurer que nous avons tout mis en œuvre pour continuer à vous offrir un déjeuner financier sous la forme possible, c'est-à-dire en présentiel avec une retransmission en webinar ou en webinar en fonction des impositions sanitaires. Tout au long de l'année 2022. Nous avons déjà notre planning qui est fait. Ça reste fixé tous les troisièmes vendredis du mois, sauf si je ne me trompe, le mois d'avril, qui est un jour de congé, donc ce sera une semaine plus tard. Et nous avons toujours la chance d'avoir parmi nous 5 orateurs qui tourneront pendant toute l'année. Voilà, j'espère que c'est une formule qui vous satisfait. Et en tout cas, de notre côté, on se réjouit de pouvoir continuer à vous informer de cette manière. Donc, moi, il me reste juste à vous souhaiter de passer une bonne journée, un bon week-end et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite. Au revoir. Au revoir à tous.